Moi, je suis le fondateur d'un cabinet d'accompagnement managérial que j'ai créé il y a une douzaine d'années, hein. C'est le cabinet Fonction 2 Institut français du management. Et au préalable, j'ai une expérience de 22 ans en entreprise où j'ai commencé comme responsable de projet en informatique et où j'ai terminé comme directeur de région dans des grands groupes de services techniques, en passant par des fonctions de commercial. euh, voilà. Et ce qui est typique de ma démarche, c'est que on va dire que je n'étais pas un manager, une personne douée naturellement pour le management, hein, pas un manager né. Et donc tout ça, j'ai dû l'apprendre. L'apprendre de deux façons. Une façon très pragmatique, en me mettant en situation, l'apprendre à travers des livres, l'apprendre à travers des stages, euh, et remettre sans arrêt mes pratiques à l'épreuve de la réalité du quotidien. Euh, Ça, c'est important pour comprendre la différence de ce que j'amène, qui est à la fois une prise de recul pour présenter une éthique et une philosophie du management, et puis un chemin très pragmatique, très pratique, qui va jusqu'à l'outil, qui va jusqu'à la mise en situation dans le quotidien des dirigeants. Alors pourquoi un nouveau livre de management? C'est vrai que mon éditeur m'a dit, bah, il en sort presque un par jour. Est-ce que je vais vous éditer ou pas? Qu'est-ce qui fait la différence? D'abord, il faut savoir que chaque fois que je fais mes formations, mes clients me disent, mais qu'est-ce qu'on peut lire qui va nous aider? Et moi, je me disais, bah, je ne vais pas leur recommander les 40, 50, 100 livres que j'ai pu lire. Donc j'avais besoin et envie de faire une synthèse pour présenter l'esprit, le pragmatisme, l'éthique euh, que j'ai envie de diffuser. Et ça m'appartient vraiment. Euh, j'ai envie de développer un management humaniste. Euh, Humaniste, pour moi, ça veut dire exigeant, parce que sans exigence, on n'arrive à rien, et le monde de l'entreprise est exigeant, et bienveillant. Bienveillant, c'est autre chose. Bienveillant, c'est une posture, une disposition à faire réussir les autres, parce que s'ils réussissent, moi, dirigeant, je réussirai. Vous savez, moi, je ne suis pas une personne qui était née pour être manager. Comme disent ceux qui me connaissent bien, j'étais trop gentil, j'étais peut-être trop dans le contenu des choses. J'aimais les métiers, j'aimais la technique. Et donc, évidemment, pour être manager, il faut bien connaître ce qu'on va diriger, c'est important. Mais il ne faut pas être noyé dedans. Moi, j'avais plutôt tendance à me noyer dedans. Donc, si vous voulez, toute cette démarche pour devenir manager, ça a été pour moi un long apprentissage. À la fois un apprentissage pratique, parce qu'au départ, c'était que de la pratique, de la mise en situation, hein. La première fois que vous êtes directeur, ben, vous faites plein de bêtises. Et puis, vous prenez du recul, vous avez des retours de vos collaborateurs, vous avez des retours de vos collègues, vous apprenez des situations. Et ça, je dirais, cette démarche pragmatique, je l'ai eue pendant plus de 10 ans en tant que directeur régional dans des grandes entreprises de services. Après, quand je suis devenu consultant, évidemment, il me manquait le fondement théorique. Et du coup, j'ai fait énormément de formations continues pour aller piocher dans la sociologie, dans la psychologie, dans les théories du management et me faire mon idée. Euh, Moi, certains disent de moi que je suis un rebelle, c'est-à-dire je ne peux pas m'approprier quelque chose sans le transformer, hein. Donc je suis allé butiner et j'ai fait mon miel. Et dans ce livre, je mets ce résultat-là d'une démarche personnelle, construite, étayée par un fondement théorique très solide et mis à l'épreuve d'une pratique quotidienne. Le premier diagnostic, c'est que les dirigeants sont perdus face à toutes les modes que transportent les consultants. Et donc le premier point, c'est que dans les années 80, c'était la mode du management participatif. Il fallait faire du management participatif. Après, on a eu le lean management. Il faut faire du lean, faire du processus, optimiser la machine, voilà.
Maintenant, on a l'entreprise libérée. Je trouve le terme déjà bloquant, comme si l'entreprise traditionnelle était prisonnière. Elle n'est pas prisonnière, elle est traditionnelle et on pourra voir en quoi c'est important d'avoir aussi, dans beaucoup de situations, des entreprises traditionnelles. Donc, le but du livre, c'est de permettre aux dirigeants et aux managers de se rendre compte de la logique qu'on peut mettre dans ces outils. Parce que quand je dis que ce sont des modes, je critique l'effet de mode, je ne critique pas l'approche, la méthode ou l'outil. Il suffit juste de les mettre à la bonne place. Et donc, vous avez toute une partie du bouquin qui analyse l'évolution des structures, des organisations, et qui, à chaque fois, remet en face quelles sont les pratiques managériales adaptées et est-ce que c'est le moment pour vous, en observant votre organisation, de mettre en place telle ou telle démarche et de vous rendre compte de ne pas faire des choses trop tôt, ni d'être archaïque, ni d'être avant-gardiste. On peut dire qu'aujourd'hui, la plupart des managers ne savent pas vraiment ce que font leurs collaborateurs, ni comment ils le font. Et alors il y a eu, là aussi, une mode de consultants ou de formateurs qui ont pendant très longtemps dit un manager n'a pas besoin de connaître le métier de ses collaborateurs pour manager. C'est une folie pure. Alors il n'a pas besoin d'en être un expert, mais il a besoin de savoir ce qu'ils font, d'être à leur écoute et de les accompagner sur comment ils le font. Or aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que les managers ont le regard tourné vers les sommets de pyramide pour satisfaire aux besoins de reporting, aux besoins de projet, aux besoins de coopération de l'entreprise et des dirigeants, et qu'ils s'écartent de plus en plus de la relation avec leurs collaborateurs. Un des apports du livre, c'est aussi de redonner de la structure à ce que j'appelle le dialogue managérial. Comment être dans un dialogue exigeant et bienveillant avec ses collaborateurs et avec son manager aussi, parce que ça se passe dans tous les sens. Or, dans les entreprises aujourd'hui, on remarque plusieurs niveaux de rupture du dialogue managérial. Il y a entre le comité de direction et la couche en dessous, souvent, il y a une rupture de dialogue. Il y a un autre niveau de rupture, c'est avec les managers terrain, entre le collaborateur de base qui fait et le manager terrain. Le manager terrain, il est tellement submergé de reporting, de choses comme ça, que moi je les appelle les managers Excel. Ils ont leur nez dans leur PC, ils ont leur nez dans les tableaux de bord et ils n'ont plus une minute pour dialoguer, écouter, soutenir les collaborateurs. Des enjeux technologiques, des enjeux humains. D'un point de vue technologique, la numérisation des entreprises, l'ubérisation du monde, comme on dit, amène à une évolution de la conception de l'entreprise, à une évolution des stratégies. Les grands éditeurs de logiciels vous diront que les outils ont peut-être 20 ans d'avance sur les usages. Aujourd'hui, par exemple, il y a 25 ans que le système de mail est complètement diffusé dans les entreprises et il y a encore de très très mauvais usages. On a certaines parties de nos formations qui auront pour but d'aider les gens à justement s'échapper de la tyrannie du mail et prendre de l'air par rapport à ça. Vous avez des managers qui passent 2 à 3 heures par jour le nez dans leur mail. C'est quand même beaucoup. Les suites bureautiques sont un prérequis. Tout le monde, aujourd'hui, dans l'entreprise, doit avoir intégré ça. Ça devrait être au programme de toutes les écoles pour que les gens soient fluides dans le tableur, le traitement de texte, l'outil de présentation. Aujourd'hui, j'ai encore des clients qui exigent que je leur envoie une facture papier. Mais dans quel monde sont-ils? Voyez? Donc, tout ça, c'est très très important. Mais il y a encore plein d'autres choses. Autrefois, une personne qui animait une réunion devait avoir dans sa structure de réunion, étape numéro 1, validation du compte-rendu de la réunion d'avant. C'était à l'époque
où on faisait les comptes rendus de réunion en dehors des réunions. Aujourd'hui, pendant une réunion, vous avez tous des vidéoprojecteurs ou des télés connectés à vos ordinateurs. Il y en a un qui prend les éléments essentiels du compte rendu en le montrant aux autres. On valide en ligne. Le compte rendu de réunion ne peut plus être fait en dehors d'une réunion. C'est de la folie, c'est de la perte de temps. Donc, la technologie raccourcit les cycles, mais demande du coup une exigence plus forte sur les gens qui l'utilisent. Alors, il ne s'agit pas d'aller vite pour aller vite, il s'agit d'utiliser la technologie au juste moment pour être dans une dynamique de performance, mais ça c'est très exigeant. Alors les enjeux humains sont aussi très complexes parce que dans une même entreprise, vous pouvez avoir des personnes issues d'une immigration récente, faiblement diplômées et avec une culture complètement différente de la culture, on va dire, installée dans notre pays, et il va falloir savoir les manager, il va falloir les accueillir. Vous pouvez avoir des personnes hyper diplômés, super experts, qui n'ont pas forcément envie de jouer le jeu du collectif. Et vous pouvez avoir, vous me parliez des générations Y ou Z, des jeunes qui émergent de notre société déjà hyper connectés et que l'entreprise doit intégrer. Vous avez des jeunes qui vont avoir des pratiques totalement différentes. Comment on les intègre à l'entreprise ? C'est-à-dire comment on apprend d'eux, mais comment aussi on les prend en main. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont à l'aise avec les nouvelles technologies qu'ils les utilisent de façon efficiente. On n'est pas du tout sûr de ça. Il faudra regarder l'entreprise et son environnement, les populations qui la composent, pour comprendre quels sont leurs besoins managériaux. Comment doivent-elles être managées plutôt que comment j'aimerais moi les manager. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de dirigeants ont envie d'évoluer vers l'entreprise libérée. Parce qu'en fin de compte, dans l'entreprise libérée, entre guillemets, l'entreprise que j'appelle agile, moi, dans l'entreprise agile, il n'y a presque plus besoin de management. Mais il n'y a presque plus besoin de management parce qu'on s'adresse à des personnes d'un très haut niveau d'autonomie. Donc cette entreprise agile, qui a l'air d'être un paradis, en réalité, c'est un espace d'une exigence folle pour les collaborateurs qui vivent dedans. Quand je dis d'une exigence folle, ça veut dire qu'il faut des gens qui assument une énorme responsabilité, qui sont à un niveau de maîtrise de leur métier très élevé. Donc il faut des gens très formés, engagés à assumer beaucoup de responsabilités. Et du coup, évidemment, manager ces personnes-là, c'est aisé. Cette dimension du gentilhomme manager est quelque chose de très important pour moi parce que dans mon langage, ça sous-tend une éthique, une philosophie. Autrefois, les dirigeants faisaient leurs humanités. C'était quoi les humanités ? C'était la connaissance de la tragédie grecque, la connaissance des poètes, la connaissance, une connaissance humaniste au sens où on a exploré les émotions humaines à travers les arts, en général. Aujourd'hui, on a une culture beaucoup plus mathématique, beaucoup plus pauvre en termes de connaissance de l'humain. Donc, il faut retrouver cette capacité à appréhender l'humain. Pourquoi le terme gentilhomme manager ? J'ai pris ça à Confucius. Confucius, il y a 2600 ans, il y a 2600 ans, sa préoccupation essentielle, c'était de conduire les dirigeants à bien gouverner le peuple, et à l'époque, les enjeux étaient que le peuple soit logé, que le peuple soit nourri. 2600 ans après, est-ce que nos enjeux sont très différents ? Je pense que d'avoir cette perspective, c'est important. Et donc, Confucius disait, un gentilhomme, c'est quelqu'un qui aime l'humain et qui connaît l'humain. Alors, aimer l'humain, pour un manager, c'est déjà aimer être en relation, aimer manager. Vous avez énormément de dirigeants qui ont peur de leurs collaborateurs, qui ont peur de rentrer dans la relation. Et quand je dis peur, c'est le mot. Ce sont des cerveaux sans pattes. Et dès comme ça, on en a pas mal. Alors, aimer l'humain, c'est pas, je ne parle pas de l'état amoureux,
Je parle plutôt de savoir détecter les talents d'une personne, savoir détecter les préférences d'une personne, être à l'écoute de cette personne pour être capable de l'utiliser pour le mieux et pour son épanouissement. Donc, pour moi, c'est ça, aimer l'humain, s'intéresser à l'autre pour pouvoir le mettre dans une situation où il va s'épanouir parce que ses talents sont exploités. Et connaître l'humain, alors connaître l'humain, autrefois c'était réservé aux philosophes, aujourd'hui on a un siècle de sciences humaines. Ce siècle de sciences humaines nous a amené des modélisations de l'humain, des savoir-faire avec la systémique, la PNL, les choses comme ça, tout ce qui est lié à la connaissance des interactions. Quand je dis connaître l'humain, déjà j'ai du mal à bien me connaître moi-même. Hein, y a des gens qui font des analyses pendant 30 ans et qui ne se connaissent pas encore parfaitement. Donc évidemment, je n'ai pas la prétention de vous connaître intimement. En revanche, ce qui va m'intéresser et ce sur quoi on peut travailler, c'est de connaître nos préférences pour rentrer dans une interaction. Et connaître l'humain, pour moi, ça va être connaître l'interface d'une personne avec son environnement, comment je vais mobiliser cette personne, comment je vais entrer correctement en relation avec cette personne. Quand cette personne me dit quelque chose, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Quand je le lui dis à ma façon, qu'est-ce qu'elle est en train de comprendre? Vous voyez, je vous donne un exemple tout bête. Moi, je suis plutôt, on verra les modèles plus tard, les modèles comportementaux plus tard, mais moi, je suis plutôt quelqu'un d'actif. Je parle vite, j'ai envie de bouger, je rentre rapidement dans l'action. Si je vous dis, j'ai un super projet, blablabla, blablabla, est-ce que tu as envie de t'y lancer avec moi? Imaginez que vous soyez quelqu'un plutôt qui préfère le mode réfléchi. Prise de recul, analyse, vous allez me répondre, attends un peu, je vais réfléchir. Si je ne mets pas en place ce traducteur instantanément, je vais conclure que vous n'êtes pas intéressé, motivé. Or, c'est faux, puisque dans votre préférence, vous allez réagir comme quelqu'un qui se met en mouvement, mais en mouvement pour prendre du recul, pour être sûr de bien appréhender le nouveau projet. Vous voyez? Et des petites choses comme ça, dans le livre, il y en a plein d'indications comme ça, qui vont vous permettre de dire « Ah mais oui, avec telle personne, je suis en train de me tromper. » Et du coup, vous allez pouvoir recadrer la relation ou bien recadrer la façon de mettre en action. Alors, dans la façon de mettre en action, on peut donner un exemple aussi concret. Vous avez des personnes qui pensent que pour que quelqu'un fasse quelque chose, il est nécessaire qu'il ait tout compris d'abord. Eh bien, demandez-vous si vous savez exactement en détail comment il faut fabriquer un téléphone et que vous ayez besoin d'avoir avalé toute la technicité qu'il y a derrière avant de l'utiliser. Non, c'est faux. Il faut savoir un peu, il faut commencer à l'utiliser, et puis parce qu'on est passé dans l'action, on va découvrir la suite petit à petit. Donc, si vous êtes dans une dynamique managériale où vous passez votre temps à expliquer des choses dont les personnes n'ont pas besoin, vous êtes en train de les saouler, vous êtes en train de les empêcher d'agir. Alors que votre volonté, c'est de les amener à agir. Donc ça, il faut regarder comment je fonctionne, est-ce que ça marche bien, de quoi a besoin la personne en face de moi, et donc de faire évoluer sa méthode de mise en action. Donc voilà, ce sont deux exemples pour vous montrer tout ce que le livre peut vous apporter comme prise de recul et observation des savoir-faire de gouvernance et de management. Nous avons tendance à traiter une communauté humaine comme une chose. On appelle ça réifier, faire du vivant une chose. L'entreprise est vue comme une machine. Quand je parle de ça, j'ai l'image des temps modernes de Charlot. C'est structurant, c'est solide, ça produit. Bien. Et ça, je pense qu'il faut savoir le faire, mais je dirais que c'est là-dessus que nos dirigeants sont le mieux formés. Supposez que tout le monde fasse la grève du zèle, c'est-à-dire applique toutes les procédures à la lettre de la façon la plus minutieuse.
est-ce que ça marcherait mieux? En général, on me répond, bah non. Ben oui, pourquoi? Ben parce qu'il faut un peu d'intelligence quand même, on va pas. Et oui, mais cette intelligence, si j'assomme les gens avec de la procédure et que je les évalue sans arrêt sur la conformité, comment voulez-vous qu'il y ait de l'autonomie? Comment voulez-vous qu'il y ait une recherche de performance en simplifiant? Je me souviens d'un dirigeant qui me dit, ah Xavier, c'est décidé, je fais le choc de la simplification. Alors, c'est une phrase qu'on a entendue de nos politiques, mais là, c'était un dirigeant d'entreprise qui avait vraiment envie de simplifier la vie de son personnel et de leur donner des conditions de travail plus agréables, tout en restant performant. Je lui ai dit, mais vous connaissez moi, ma vision de l'entreprise? Une machine, oui, une communauté humaine aussi. Et je lui ai dit, comment faudrait-il compléter cette phrase pour qu'on s'adresse aux deux dimensions de l'entreprise? On a réfléchi un petit peu ensemble et on est arrivé à, oui, le choc de la simplification et de la responsabilisation. On ne peut pas simplifier si on ne responsabilise pas, on ne peut pas responsabiliser si on ne simplifie pas. Et du coup, là, on voit bien que si on veut mettre les personnes en dynamique, il faut lâcher le contrôle, en lâcher un peu, pas tout lâcher, lâcher un niveau de contrôle et remplacer ce contrôle-là par du dialogue managérial, par de l'escalade managériale. C'est-à-dire, tout n'est pas écrit, mais je maîtrise mon métier. Je le fais. J'arrive à une situation que je ne connais pas, ou qui est difficile pour moi, ou j'ose pas prendre une décision. Je vais voir mon manager, je discute avec lui, et on prend la décision ensemble. Si ça nous dépasse, ben on va voir au niveau au-dessus. Et donc, ce que je vais recommander, c'est de chercher le dosage entre la précision du niveau de contrôle. Plus il est précis, moins les gens auront d'autonomie. On va être conforme, c'est pas pour autant qu'on sera performant. Si on veut être et conforme et performant, en général, ça coûte beaucoup d'argent. Du coup, la performance économique chute. Vous voyez? Donc, un peu de conformité, ce qui est essentiel, un peu de dialogue et d'escalade managériale pour faire vivre la responsabilité sur toute une ligne hiérarchique. On m'a demandé de former des managers d'une entreprise, on va dire, pour simplifier, à métier de main-d'œuvre. Donc ces gens-là manager des personnes d'un très bas niveau de technicité et en masse. À la fin de la formation, les gens me disent, Xavier, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Ah, je dis, j'étais content. Un an après, on fait un petit retour d'expérience avec le directeur général de cette entreprise. Il me dit, ah, ils étaient contents, mais ils n'ont rien changé. Comment ça, ils n'ont rien changé? Ah non, c'est tout pareil. Alors on est allé revoir ces managers et on leur a dit, mais comment ça se fait que vous n'avez pas changé? Ils m'ont juste dit, oh mais c'était magnifique, hein, mais pas adapté, pas pour chez nous. Ils connaissent leur métier, ils connaissent leur environnement. S'ils n'ont rien changé, c'est que ce que je leur ai amené n'était pas adapté. Et là, je me suis rendu compte que ils étaient, on va dire, au niveau de management purement pyramidal et hiérarchique, le niveau de la féodalité. J'appelle ça comme ça. C'est-à-dire, nous sommes dans un environnement à faible niveau technologique où chacun a des choses élémentaires à faire et a été formé pour ça, et où en gros, le chef commande à ses collaborateurs de faire ce qu'ils savent faire. Il fait du planning, il donne des instructions simples et ça suffit. Mais ce niveau, il existe. Pourquoi se compliquer la vie avec autre chose? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'osent plus pratiquer ce commandement de base. Certes, ce n'est pas très élaboré, c'est adapté à certaines situations. C'est pour ça que j'ai sous-titré mon livre « Du commandement à l'animation des écosystèmes ». Parce que je veux revaloriser le commandement. Il y a des situations, des environnements où il suffit de commander. Mais commander
veut dire que j'assume la responsabilité. Or, aujourd'hui, on a dans bien des endroits mis en place des systèmes collectifs qui déresponsabilisent les personnes. Et du coup, tout le monde était d'accord pour prendre une décision, plus ou moins. Ça marche, on félicite personne. Ça marche pas, on engueule personne. Donc, il n'y a pas d'apprentissage. On fait face souvent à une déresponsabilisation. Moi, je suis pour remettre en place une certaine responsabilisation. Il ne faut pas qu'elle soit écrasante, il va falloir la doser, mais du coup, il faut être capable de commander. Donc, ce jour-là, j'ai compris que les méthodes managériales qui étaient d'un niveau peut-être plus sophistiqué, que j'avais enseigné à des gens qui n'avaient pas ce besoin-là, eh ben ils ne pouvaient pas se l'approprier. Je me suis aperçu que dans nos entreprises aujourd'hui, on avait presque tous ces niveaux, il y a 7 niveaux dans la pyramide, on a presque tous ces niveaux à manager. Imaginez quelqu'un qui est en période d'essai, qui est en intérim ou qui est en CDD. Eh bien, il est au niveau 1 de la pyramide, qui est le niveau de la précarité. Comment manage-t-on quelqu'un qui est dans la précarité? Voilà, ça c'est la première question. Puis après, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont intégrés dans l'entreprise, mais qui se sentent fragiles seuls et qui vont se mettre en collectif, c'est-à-dire syndicat, c'est-à-dire s'appuyer sur les statuts. Ça, c'est le niveau de la communauté, de la tribu. Comment manage-t-on une tribu? Mais là-dedans, vous avez les petits malins ou les petits costauds qui vont vouloir s'isoler, être plus forts, gravir, prendre du pouvoir. On revient au niveau dont je parlais tout à l'heure, la féodalité. Comment manage-t-on dans la féodalité? Et à chaque fois, avec le prérequis, tout en faisant vivre les valeurs de l'organisation, tout en étant dans une démarche éthique. Après ça, vous avez des métiers qui se complexifient, de la technologie qui apparaît, des besoins d'harmonisation sur les territoires. On va créer au-dessus des pyramides managériales, on va créer les matrices fonctionnelles, qui sont une conjugaison du managérial direct, du féodal, avec du transverse qui permet de garantir l'harmonisation des pratiques, le respect des règles, et ainsi de suite. Bien, là c'est la technocratie. Cette technocratie, c'est pas péjoratif dans ma bouche, cette technocratie amène une capacité à gérer la complexité. Maintenant, on peut avoir envie de chercher de la performance. Bon, ben la performance, c'est le niveau au-dessus, c'est l'entreprise stratégique. C'est là qu'on va mettre beaucoup plus de pilotage, d'indicateurs et de choses comme ça. Mais on ne peut le faire que si les métiers au niveau 4 de la technocratie sont maîtrisés. Voilà. Mais les indicateurs, ça nous amène à être dans un individualisme forcené, tout ça. Il y a un moment où certains problèmes ne peuvent se résoudre que dans une plus grande cohérence. Et c'est là qu'on va passer au niveau 6, que j'appelle l'entreprise agile. Mais là, on a une vraie rupture. C'est-à-dire que nos managers, là, nos poulets de grains de la compétition, qui ont passé leur vie à l'école à être meilleurs que les autres, dans l'entreprise à tuer les copains, ces gens-là qui sont des purs produits d'une sélection naturelle, individualiste, terrible, vont devoir apprendre à coopérer, à soumettre leur ambition à l'intérêt du collectif. Vous voyez, donc là, on est à un niveau où il y a un pas très difficile à faire. C'est pour ça que je parle d'éthique dès le début. C'est que dès le début, les managers, les dirigeants, doivent prendre l'habitude de dire « je réussis parce que je fais réussir l'organisme que je dirige. Je réussis parce que je suis au service du collectif que je dirige. » Mais pour aller plus loin, cette dimension collective de l'entreprise agile, il y a des moments où ça amène à de l'indécision, où ça amène à quelque chose qui ne peut plus bouger parce qu'on ne peut pas être agile à 2000. On est agile à 5, on est agile à 100, mais encore 100 c'est peut-être la limite, on n'est pas agile à 2000. Donc, comment on gère de la croissance? Comment on gère des technicités multiples? Et c'est là qu'on va repasser à un autre niveau qui est l'écosystème économique. Donc, à chaque fois, j'essaie de montrer comment on passe d'un niveau à l'autre
Est-ce que c'est nécessaire de passer d'un niveau à l'autre? Est-ce que c'est un objectif de devenir une entreprise agile? Pas forcément. Vous voyez, quel est l'objectif managérial que je dois avoir parce que le système que je gère a telle ou telle caractéristique? Et donc, moi, je montre bien quels outils de management à chaque niveau et comment passer d'un niveau à l'autre à chaque fois. Si besoin, et il n'y a pas forcément besoin. Je parle beaucoup des rites de gouvernance ou des rites managériaux. Et c'est vrai que c'est un sujet très important pour moi parce qu'évidemment, le rite, c'est spécifique de la communauté humaine. On n'est pas dans la dimension l'entreprise vue comme une machine, on est dans la dimension l'entreprise vue comme une communauté humaine. Et là, je vais encore faire référence à Confucius. Euh, il disait, le rite, c'est la pensée en action. Euh, le corollaire que je donne, moi, pour provoquer un peu, c'est si vous n'avez pas de rites managériaux, c'est comme si vous n'aviez pas de pensée managériale. Voilà. Et donc, alors, quelles sont les caractéristiques du rite? Un rite, c'est périodique, hein, lié aux saisons, lié à la semaine. Par exemple, pendant la Révolution française, on a essayé de faire des semaines de 10 jours, parce que c'était plus rationnel. Ça n'a pas fonctionné. On est tous un peu câblés sur les 7 jours. Bien. Eh bien, respectez les périodicités des gens. Donc, le rite, c'est périodique. Un rite, c'est structuré. Ça commence toujours de la même façon, ça se déroule toujours de la même façon. La structure est là, le contenu peut être différent. Et ça, c'est très intéressant pour nous, parce que ça va nous permettre de dire comment je structure mes réunions, par exemple, mes réunions managériales, pour qu'elles répondent aux besoins de pilotage, d'animation, de développement et de circulation de l'information. Vous voyez? Donc, une structure. Et puis, il y a aussi une autre dimension qu'avec les nouvelles technologies, on a tendance à perdre de vue. Un rite, ça se déroule dans un espace sacré. Sacré, ça veut dire quoi? Ça veut dire réservé à. Et par exemple, vous voyez aujourd'hui en réunion des gens qui font leur mail, qui sont dans leurs ordinateurs pour faire toute autre chose que ce qui est en train de se passer. Là, on est dans un espace pollué par plein de préoccupations. Alors, ils vont vous dire, oui, mais si je fais ça, c'est parce que telle partie de la réunion ne m'intéresse pas. Si telle partie de la réunion ne l'intéresse pas, qu'est-ce qu'il fait là? Ça veut dire que la réunion est mal conçue, que les participants n'ont pas été bien choisis, qu'elle est trop longue, qu'on est en train de déraper. Vous voyez? Donc, moi, ce que je prétends, c'est que quand on est en réunion, on doit être centré sur ce qui se passe dans la réunion, que la réunion doit être la plus courte possible. Quand on est dans un face-à-face managérial, il est important d'être en présence de la personne. Vous avez des managers qui ont en même temps la porte ouverte, qui sont interrompus par les gens qui passent, qui ont le téléphone qui sonne et qui ont un œil sur les mails. Moi je dis, dans le face-à-face managérial, on éteint tout ça, on ferme la porte. Il vaut mieux que ça dure 20 minutes, mais que ce soit en présence de la personne pour avoir de l'impact en termes de direction, de l'impact en termes d'écoute, plutôt que d'avoir 1 heure et demie où on est interrompu tout le temps et pas présent à l'autre. Donc cette notion de rite, c'est ça. Concevoir des actes managériaux périodiques, bien exécutés, dans de bonnes conditions, et cette cyclique d'actes managériaux collectifs et individuels qui auront été conçus pour se soutenir justement, ça va être l'onde porteuse du management. Et parce que ces rites sont bien définis, on va pouvoir minimiser les besoins de réactivité, les besoins de réunions ad hoc en urgence et ainsi de suite. Et donc toute cette ritualisation, c'est un sujet fondamental sur lequel on base actuellement la conception de la gouvernance de grandes organisations. Vous avez compris que mon intention était de passer d'une dimension éthique, philosophique, une capacité à observer les systèmes pour savoir comment les manager, à la façon de faire. Donc il y a toute la dernière partie du bouquin qui est vraiment hyper technique et qui rentre dans les détails. Évidemment, là, je ne vais pas dire en quelques minutes tout ça parce que ça serait vraiment trop long, mais il y a, on va dire, 4 groupes d'outils qui sont intéressants à observer parce qu'ils sont en interaction. Vous avez évidemment
le travail sur l'organisation personnelle et les gros cailloux. Alors les gros cailloux, c'est ce qui est important de faire pour réussir ma mission. À quoi je dois passer mon temps. Et vous allez me dire, mais vous parlez de ça dans un bouquin de management? Ben oui, parce que si c'est ce qu'il est important que je fasse pour réussir, c'est de ça que je dois parler à mon manager. Et donc le lien, ça va être la structure du dialogue managérial. Donc ça, c'est le premier outil avec énormément d'implications. Vous le découvrirez. Le deuxième outil, c'est l'outil de la communication. Le fameux disque, dominant, influent, stable et consciencieux. Donc là, ce sont les clés. Quelle est ma clé pour rentrer en relation avec l'autre? Comment il est en train de fonctionner? Quel style managérial il a? Et donc, quel effort adaptatif je dois faire pour qu'on se comprenne? Donc là aussi, vous aurez tout un travail là-dessus. Un troisième outil, qui est connu sous le terme management situationnel, bien que j'en propose une version évoluée avec le travail sur la systémique, j'en donne une vraie dimension systémique. Là, sur les modes de mise en action, comment je m'y prends pour mobiliser quelqu'un pour qu'il fasse ce qu'il doit faire. Et là, on est sur l'action, on est sur la production, le résultat, la mise en mouvement. Et bien entendu, si je me trompe de façon de faire, la personne ne bougera pas. Et certaines de mes façons de faire peuvent même rendre les gens passifs. Je parle à un moment de ce qu'on appelle la passivité acquise. C'est-à-dire des modes managériaux tellement intégrés, polarisés dans une culture d'entreprise, que ça rend les collaborateurs passifs, ça leur casse l'envie, l'initiative. Donc ça, vous allez vous régaler avec ça aussi. Il y a ensuite un autre groupe d'outils plus proche du coaching, peut-être un peu de co-développement, mais un peu de co-développement à ma façon, très imprégné par le coaching, la résolution des conflits aussi, tout ce qui est le traitement des situations d'exception et le développement vraiment du collaborateur. Donc là aussi, il y a des apports intéressants. Ce qu'il faut en retenir dans ces outils un peu plus sophistiqués, qui sont plus des processus, ce qu'il faut en retenir, c'est que souvent, on fait les bonnes choses, mais on les fait dans le désordre. Et là, c'est peut-être ce que j'ai découvert, mais découvert, que je dis découvert, je ne l'ai pas inventé, c'est à titre personnel. À un moment, je me suis rendu compte qu'il fallait respecter un certain ordre dans les processus relationnels pour avoir l'impact que l'on veut avoir. Typiquement, que ce soit dans une réunion ou dans un processus de gestion de conflit, si vous mélangez les étapes, vous n'aurez pas l'impact que vous voulez avoir. Et, à titre d'exemple, je dis qu'une réunion managériale doit toujours commencer par une étape de pilotage dans laquelle les collaborateurs font leur reporting. Et ça, pourquoi? Ça met dans une saine pression, ça montre qu'on est au travail. Si vous commencez la même séquence managériale par de la descente d'informations, vous êtes en train d'endormir tout le monde et de perdre beaucoup de temps. Donc, on pourra rentrer là-dedans plus finement, mais souvent, si vous voulez, on fait ce qu'il faut, je répète ça parce que c'est vrai, on fait ce qu'il faut, pas dans le bon ordre. Dans ce livre, dans la partie outillage, vous découvrirez des séquences, des successions de séquences, et vous pourrez vous poser la question, est-ce que je suis d'accord avec lui? Est-ce que si je le faisais dans un autre sens, ce serait aussi efficace? Je ne dis pas que j'ai la vérité. Amusez-vous, faites-le dans un ordre différent, expérimentez et vous verrez.